déconstruire des croyances, reconstruire une nouvelle croyance pour amener les gens en fait à acheter ce produit. Et c'est vraiment le genre de page de vente que je préfère écrire en fait parce qu'il y a vraiment tout un travail derrière de réflexion. Bienvenue dans les interviews Gross. Je m'appelle Jean-Bernard Sibony. Je vais dénicher et interviewer pour vous des professionnels de l'univers du digital et du gross. Je vais leur poser des questions sur leur vision, leur savoir-faire et les techniques qu'ils utilisent au quotidien pour leur croissance. Salut Olivia, je suis super content de te recevoir aujourd'hui. Alors, on va discuter copywriting. Je t'ai rencontré comme ça d'ailleurs. Et c'est pour cette raison que j'ai souhaité que tu répondes à mes questions. Je vais te poser une dizaine de questions sur ton univers, sur ton expertise, le copywriting. Ma première question, c'est Olivia, comment ça va? Ça va super et toi? Écoute, ça va super bien. On va démarrer tout de suite avec une question très simple. Selon toi, Olivia, quelles sont les qualités d'un bon ou d'une bonne coopératrice? Alors, je dirais que la première qualité en fait, c'est l'empathie. Parce que c'est vraiment très important en fait, d'arriver à se mettre à la place de ton prospect, de comprendre vraiment ses problèmes, ses désirs, ses peurs. Et en fait, ça fait appel à vraiment une grosse partie du travail de copywriter, qui est la recherche de marché. Souvent, on va penser que je passe mes journées à écrire, mais en fait, c'est une petite partie de mon travail et il y a vraiment une grosse partie où c'est vraiment de la recherche de marché pour vraiment comprendre ce prospect, se mettre à sa place. Et en fait, c'est que comme ça que vraiment tu peux vendre. Et d'ailleurs, ça me fait penser que si il y a quelqu'un qui connaît très très bien son marché, qui connaît très bien sa cible, mais qui n'a aucune connaissance en copywriting, il va réussir à écrire un bien meilleur texte que quelqu'un en fait, qui va être excellent dans tout ce qui est technique de copywriting, qui va te mettre un peu des punchlines partout, mais au final, ça ne va pas du tout parler à la cible et le texte ne convertira pas du tout. Donc voilà, l'empathie, je dirais que c'est vraiment très important et c'est un peu relié, mais aussi une certaine curiosité parce qu'au final, on est amené à bosser sur des sujets très variés et si tu ne t'intéresses pas un peu à tous ces sujets, bah, tu peux vite t'ennuyer, quoi. Donc c'est important vraiment d'être curieux pour vraiment se plonger dans tous les univers de tes clients. Alors du coup, je vais changer l'ordre des questions parce qu'il y a une question que j'avais prévue plus tard que je vais te poser tout de suite. Okay. Combien tu passes de temps à faire des recherches ou à étudier un produit ou le marché avant de démarrer l'écriture? Alors là, c'est vraiment variable parce que ça va aussi dépendre de moi, la connaissance que j'ai déjà du marché. Je prends un exemple, hein, l'éducation, j'ai eu beaucoup, beaucoup de clients. Donc maintenant, si j'ai de nouveaux clients, je vais clairement pas énormément passer de temps sur la recherche de la cible parce que je connais les problèmes des parents, je les connais très, très bien. Donc il y aura toujours il y aura toujours du temps en fait pour s'immerger dans l'univers du client. Donc là, ça peut prendre peut-être une demi-journée ou une journée, mais il n'y aura pas toute cette étape de recherche de marché. Après, si c'est vraiment quelque chose que je ne connais pas du tout, je peux passer une semaine à faire des recherches. Après, ça ne va pas être une semaine de 8h à 20h où je vais faire ça, je vais faire d'autres choses. Mais je pense que c'est important aussi de ne pas forcément tout avaler d'un coup, de faire des recherches, de laisser un peu couler. Mais voilà, ça peut me prendre une semaine, voire même 2 semaines, c'est variable, quoi. Ok. Pour être un bon copywriter, est-ce que tu penses qu'il faut un talent, quelque chose, un savoir-faire, ou est-ce que tu penses que c'est juste le fruit d'un travail perfectionné? Je pense qu'en fait, c'est un peu comme tout, hein. Tu peux avoir des facilités que moi, je pense, j'ai eu un petit peu quand même. Enfin, j'ai réussi à apprendre assez vite, même si j'ai fait appel à un coach, donc forcément, ça aide. Mais voilà, j'ai été opérationnelle assez rapidement. Donc, je pense que j'avais une certaine facilité. Mais après, je pense que concrètement, n'importe qui peut apprendre, puisque c'est vraiment voilà, apprendre, faire une recherche de marché. Je pense que n'importe qui en est capable. Et ensuite, connaître les techniques de copywriting, les structures, tout ça. C'est juste des outils en fait, donc n'importe qui peut les apprendre et les appliquer. Et après, c'est juste de la pratique. Donc non, n'importe qui peut devenir très bon en copywriting. On dit souvent que le copywriter doit séduire ses lecteurs. Qu'est-ce que tu penses de ça? Et si c'est le cas, comment tu t'y prends pour séduire? Bah, en fait, je dirais que c'est un parallèle qui est assez intéressant et que oui, j'ai déjà entendu. Quand tu parles à ton prospect, c'est un peu comme tu parlerais à une,
voilà, une fille que tu rencontres ou un mec que tu rencontres, qu'est-ce qui fait que ça va marcher? Bah, c'est souvent qu'en fait, que tu t'intéresses à la personne vraiment, et pas justement que tu fais que parler de toi ce qui t'intéresse, que tu poses aucune question. Je pense que si tu rencontres une fille comme ça qui fait que parler d'elle, ça va pas matcher. Mais en fait, le copywriting, c'est pareil. Si tu parles que de toi et que tu t'intéresses pas du tout à ton prospect, ben, ça va pas passer, quoi. Donc, je pense que c'est vraiment similaire, en fait. Comment tu mesures le succès ou la qualité d'une de tes rédactions? Clairement et simplement au taux de conversion, que ce soit enfin le taux de clic, le taux de conversion, d'une, page de vente, ou le taux, bah, de conversion aussi, mais d'une landing page, donc pour les inscrits. Et c'est vrai que c'est pour ça que j'aime le copywriting aussi. C'est parce que, tu sais vraiment si ce que tu fais, ça marche. Il y a pas de: «Oui, mais moi j'aime bien cette page de vente». Oui, des fois, il y a des formulations que j'aime bien et en fait, c'est pas ce qui marche le mieux auprès de la cible et des fois, c'est assez dur, tu vois? Faut mettre son ego de côté et se dire: «Bon, bah, moi, voilà, j'adore cette formulation». Je reviens un peu sur ce que je disais sur les punchlines, les gens qui mettent un peu des punchlines partout où toi, tu te sens stylé, tu trouves que ça sonne bien, mais en fait, ça parle pas du tout à la cible et bah, voilà, faut savoir se dire que, ben, non, en fait, ça, ça passe pas. Donc ouais, c'est ça que je trouve, intéressant, c'est qu'on a vraiment une mesure précise, de si ton travail marche ou pas. Et là où je le vois encore plus, c'est quand je retravaille une page de vente, qui a été écrite déjà par un client. Parce que comme c'est pas quelque chose de nouveau, on peut encore vraiment mesurer, l'impact concret que j'ai eu et ça, je trouve ça vraiment top. Quand tu démarres un projet, est-ce que tu as un plan? Est-ce que tu as créé une trame ou est-ce que tu démarres d'une page blanche? Et sinon, quel est les conseils que tu peux donner pour vaincre le syndrome de la page blanche? Alors, le conseil que je peux te donner, c'est vraiment, ben, quand on est débutant, de suivre une structure. Il y a plein de structures en copywriting. Il suffit de les utiliser et un peu bah, de remplir les trous, les différentes étapes. On peut aussi s'inspirer en fait d'accroches qui ont déjà été faites, aller sur, même moi je le fais hein, des fois, d'aller sur par exemple un site qui s'appelle Swipefile, je crois, et où tu as plein de pages de vente ou de lettres de vente même qui ont été écrites par les copywriters, tu vois, à l'époque des machines à écrire, tout ça, qui ont fait des millions de ventes sur des années. Et en fait, le but, c'est pas de réinventer la roue, quoi. C'est de prendre ce qui marche et l'appliquer. Après, voilà, moi, je dirais qu'au bout d'un moment, quand même, tu te détaches un peu des structures, même si concrètement, voilà, je vais toujours des fois chercher de l'inspiration sur ce fameux site. Mais après, au niveau de la structure, une fois vraiment que tu as compris les mécanismes en jeu dans le copywriting, enfin, voilà, qu'il faut commencer par l'émotion, puis basculer sur le rationnel, tu n'as plus vraiment besoin de suivre cette structure, quoi. Tu connais la logique et du coup, en général, je démarre d'une page blanche et je rédige comme je le sens, quoi. Mais toujours en suivant cette structure fondamentale du copywriting pour que le texte marche. Si tu pouvais créer un outil magique pour aider au copywriting, ce serait quoi? Bah, du coup, je dirais que c'est un peu ce que j'ai créé avec mes templates d'email et aussi de pages de vente, parce que pour le coup, c'est vraiment solution baguette magique. C'est-à-dire que mes clients, ils prennent le template, ils remplissent les trous et voilà, ils ont un texte de vente qui est efficace. Bien évidemment, ça remplacera jamais le travail d'un copywriter, parce que vu que ça doit s'adapter à vraiment toutes les niches, forcément, on ne peut pas faire des trucs super originaux ou voilà, un peu décalés, mais dans tous les cas, ça permet de gagner un temps fou et d'envoyer quelque chose qui est efficace. Donc, je pense que c'est pour ça que ça a aussi bien marché. Au niveau orthographe et grammaire, qui est quand même on va dire un frein à l'entrée de ce métier, Mm. est-ce qu'il y a des outils, des techniques ou est-ce qu'il faut être bon en orthographe et en grammaire tout simplement? Alors, je dirais que c'est même pas forcément essentiel. Alors après, je m'explique. Si ton texte est bourré de fautes d'orthographe, clairement, c'est un problème parce que ça nuit à la crédibilité. Après, si voilà, tu as des petites coquilles de temps en temps, une petite faute d'orthographe, c'est pas vraiment ce qui va poser problème. Après, voilà, par exemple, si tu lis un S, je pense que personne ne va t'en tenir rigueur. Si tu écris C apostrophe EST au lieu de SES, là, je pense que voilà, ça pose problème. Donc, il faut voir aussi ce qu'on entend par faute d'orthographe. Des petites fautes, un peu d'inattention, ça ne va pas tuer ton texte. Et après, voilà, bah, si tu es mauvais, tu as deux solutions. Soit tu fais appel à un correcteur. Je pense que tu peux trouver ça assez facilement, un freelance bah, qui te corrige tes fautes. Ou sinon, il y a un logiciel qui est très très bien, qui s'appelle Antidote. Et ça marche très bien. Je ne sais pas si tu vas pouvoir me répondre à cette question. Quelle est la chose que tu as écrite dont tu es la plus fière et pourquoi? Alors, je suis tentée de te répondre quand même ma page de vente pour Emailing Express.
parce que, en fait, c'est toujours justement, on en revient un peu à ce que je disais tout à l'heure, il y a la différence entre moi, ce que j'ai adoré et les résultats que j'ai eus, tu vois? Donc Emailing Express, la page de vente, j'en suis très fière parce que comme je t'ai dit, sur le trafic franc en cold emailing, elle a converti à 16 sur le trafic franc en pub Facebook, j'étais à 7,5. Donc c'est vrai que c'est des vraiment très bons résultats sur du trafic froid, donc forcément, j'en suis fière. Après, c'est pas forcément la page de vente que j'ai préféré écrire, même si c'était sympa. Il y en a une où je suis, particulièrement fière, c'est pour un atelier, en fait, pour aider les enfants à s'endormir et en fait, j'ai adoré écrire cette page de vente parce qu'il y avait vraiment, déconstruire des croyances, reconstruire une nouvelle croyance pour amener, les gens, en fait, à acheter ce produit et c'est vraiment le genre de page de vente que je préfère écrire, en fait, parce qu'il y a vraiment, tout un travail derrière de réflexion. C'est pas juste écrire, c'est vraiment, voilà, déconstruire des croyances, amener des nouvelles croyances et ça, j'ai trouvé ça génial. Et la page de vente, a très bien converti, je crois à 4 sur du trafic chaud, donc c'est bien aussi, quoi. C'est pas exceptionnel, mais c'est bien. Est-ce qu'il y a un type de contenu que tu n'aimes pas du tout, que tu n'aimes pas écrire ou que tu n'aimes pas lire? Moi, je suis pas fan de faire du copywriting pour, le e-commerce. Voilà, les fiches produits, je trouve que c'est moins intéressant pour moi. Je serais tentée de dire, c'est parce que je pense que ça a aussi moins d'impact. Voilà, quand on vend un produit physique, le copywriting est important. Voilà, si tu te contentes de faire la liste des caractéristiques, c'est clair que ça va pas du tout. Mais c'est vrai que c'est le produit avant tout. Et si le produit ne plaît pas d'un premier abord avec les photos, enfin, de toute façon, le copywriting, on le verra moins. Alors que sur tout ce qui est infoproduits, les landing pages et tout, tu as vraiment un impact de fou, quoi. Donc forcément, c'est plus stimulant, quoi. Même si on change l'approche et qu'on se focalise à mort sur le bénéfice de l'utilisation du produit? Bah, ça aura toujours un impact, mais il sera beaucoup plus limité que l'impact que tu peux avoir en infoproduit. Je pense que voilà, si tu as un produit en e-commerce qui marche bien, après ça vaut le coup de l'optimiser vraiment avec un super copywriting. Tu pourras gratter des taux de conversion, mais, euh, mais ça va pas tout faire, quoi. Ça peut pas, enfin, je ne pense pas que ça puisse te faire passer de 3% de conversion à 7% de conversion comme j'ai pu faire sur des pages de vente d'infoproduits. Parce que je vois aussi une formation qui s'appelle Copy Commerce pour apprendre le copywriting spécialisé à l'e-commerce. Il y a quand même des différences fondamentales entre ces deux types de copywriting. Je suis convaincue que ça a un impact et que tout business devrait l'utiliser. Après, voilà, la question, c'était plus quel type de texte j'aime le moins écrire. Et donc, du coup, je suis partie là-dessus parce que je pense quand même que malgré tout, ça a le moins d'impact. Mais ça a très certainement un impact aussi. Et comme tu dis, après, c'est aussi pour créer un peu tout ce qui est une image de marque, du branding, tout ça. Ça sert pas mal d'avoir un texte un peu décalé ou un peu marrant, tu vois. Et, euh, et je repense à l'emailing, parce que là, je te parlais des fiches produits. Je pense que vraiment, en emailing e-commerce, il y a vraiment là, par contre, énormément de choses à faire. Tu as été intéressé par ce produit, tu pourras peut-être être intéressé par celui-là. C'est vraiment très limité. Alors que je pense qu'on peut faire des mails vraiment très cool en parlant de la voix, par exemple, du fondateur, de celui qui a créé la boutique. Voilà, et aussi créer du lien en racontant sa vie. Tu vas m'en donner des petites infos comme si, et puis après, toujours relier un produit. Je pense qu'il y a vraiment une énorme marge de manœuvre sur l'emailing. Ouais. Pendant longtemps, j'ai détesté recevoir des emails écrits par des copywriters. Les fameux emails là qui durent, tu as l'impression que tu as besoin de poser ta demi-journée pour le lire. Et du coup, bah, comme j'aimais pas les recevoir, bah, j'aimais pas les envoyer. Et du coup, en fait, je vais te poser une question. Email court ou email long et pourquoi? Alors, la longueur un peu idéale pour un mail, c'est entre 300 et 400 mots. Tu as le temps de donner suffisamment de contenu, notamment parce que c'est souvent lu sur des smartphones et du coup, ça peut vite être très très long à scroller. Après, il n'y a vraiment pas de règle en termes de longueur. Enfin, moi, récemment, j'ai fait un mail de 800 mots à ma liste et j'ai eu des excellents retours. Donc, je pense que tant que ce que tu as à dire, c'est intéressant. Voilà, faut pas se stopper, mais il faut pas non plus juste écrire pour écrire, quoi. Et pour du cold email, tu penses qu'il vaut mieux faire un email unique puissant ou une séquence? Moi, je suis assez partisane de la séquence parce que je pense que ça permet d'attaquer plusieurs angles différents. Parce que ça, c'est vraiment un principe en copywriting. Un mail, une idée. Sinon, tu perds les gens, en fait. Ça, c'est vraiment, faut vraiment qu'il y ait un mail, une idée, un call to action. Tu ne demandes pas aux gens de réserver un appel, d'aller checker ta vidéo YouTube, d'aller faire ci parce que tu les perds. Et un truc qui s'appelle la paralysie du choix.
C'est-à-dire que si tu ne sais pas quoi faire, tu ne sais pas quoi choisir, bah, tu ne fais rien. Je pense que tout le monde l'a déjà peut-être expérimenté. Je sais pas, tu vas acheter quelque chose, je veux dire n'importe quoi, des confitures, et tu as genre 20 parfums différents. En fait, tu ne sais même plus quoi choisir, du coup, ben, tu n'achètes rien. Donc ça, il y a vraiment des études de cas qui ont été faites là-dessus qui sont assez intéressantes, où finalement, en réduisant le nombre de choix, par exemple à 3 confitures, ils ont explosé leur vente. Donc voilà, pour en revenir au mail, une idée, une approche, un angle, un call to action. Et du coup, c'est vrai que des fois, il y a des produits ou des services qui peuvent être un peu complexes. Et je pense que ça vaut le coup du coup d'envoyer des séquences pour justement attaquer sous différents angles parce qu'on ne sait pas forcément à quel angle va être sensible le prospect. Si j'avais de la confiture à vendre, 3 parfums différents, est-ce que du coup, tu me conseillerais de faire une séquence de 3 mails où je vais présenter les 3 parfums sur 3 mails différents ou pas? Non, plutôt 3 angles différents. Bah, un angle, tu présentes les 3 parfums. Un angle, tu vas dire que c'est une confiture écologique made in France, je sais pas quoi. Et un autre angle, là, j'ai pas forcément d'idée, mais tu vois vraiment 3 angles différents. Je pense que parler des 3 parfums, là, pour le coup, c'est un peu inutile. Voilà, tu fais. Parce qu'au final, c'est une idée, tu vois, tu as ta confiture et genre, l'idée, c'est d'acheter ta confiture. Après, tu arrives sur ta page produit, tu as 3 parfums, ça va. Donc, ça serait plutôt de varier les angles d'attaque parce que peut-être qu'une personne va être sensible au fait que ça soit des ingrédients bio, par exemple. Voilà, je peux faire un mail sur la composition. Et après, peut-être un mail sur voilà, plus le côté écologique parce que c'est fait en France et que du coup, il n'y a pas de transport ou voilà, ce genre de choses, quoi. Dernière question, Olivia. Si demain, je veux engager un ou une copywriter, comment je fais pour choisir? Comment je fais pour vérifier son travail? Est-ce que tu peux nous donner des conseils pour nous aider à vérifier en amont le travail ou les compétences d'un copywriter? Ouais, alors c'est vrai que ça peut être assez compliqué. Comment savoir qu'une page de vente est bonne? Je pense que là, si je rentre là-dedans, il faut que tu aies une autre heure. Donc, on va essayer de partir sur quelque chose d'un peu plus simple. Je pense que le plus simple, c'est de demander certains de ces travaux avec les taux de conversion, parce que ça ne ment pas. Bon, après, faut faire confiance que la personne ne mente pas sur les taux de conversion. Après, il y a bah, voilà, tout ce qui est témoignage, ça, c'est. Donc, après, c'est quand même aussi une question de confiance. Donc, ce que je dirais, c'est voilà, d'essayer de voir ses résultats, parce que c'est vraiment les résultats qui sont importants. Et ensuite, aussi lire un peu ses travaux pour voir si le style vous convient. Le boulot d'un copywriter, c'est de se plonger et de parler à la place du client. Donc, c'est vraiment de se mettre dans sa voix. Donc, normalement, ça, c'est pas trop un problème, mais voilà, ça peut être intéressant quand même de voir le style si ça vous plaît. Ouais, non, c'est vrai que honnêtement, ça peut être compliqué. Donc, je recommande de venir chez la Plume Marketing Agency. Il y a que du bon travail. Ouais, bah, du coup, voilà, j'ai anticipé ta question pour faire une petite transition. Du coup, bah, moi, je suis copywriter, hein, comme vous en doutez. Et récemment, j'ai monté mon agence. Donc, c'est-à-dire que je travaille avec d'autres copywriters. Et en effet, c'est très dur de trouver des bons copywriters. Donc, j'ai pris le pari de former. Et voilà, après, j'ai aussi de l'aide pour tout ce qui est closing, qui n'est pas mon point fort. Donc, il faut savoir déléguer. Là, on n'est pas très bon. Et du coup, voilà, si je parlais de l'agence en quelques mots, ma vision du copywriting, justement, je dirais qu'on est anti-phrase bateau. Donc ça, c'est vraiment un truc que je vois un peu partout. S'autoproclamer expert, voilà, je suis le meilleur, haute qualité. Parce qu'en fait, qui va se vanter de proposer des produits de mauvaise qualité ou de faire du travail de mauvaise qualité? Personne. Donc en fait, c'est vraiment ce que je qualifie de tout ce qui est phrase bateau, que ton prospect il va entendre d'une oreille et ça va direct le ressortir par l'autre. C'est pas du tout impactant. Donc anti-phrase bateau, j'appelle ça un peu, je prends mes prospects pour des pigeons. C'est-à-dire que voilà, je veux des promesses des fois, voilà, votre enfant fera ses nuits d'ici 7 jours. Quand tu as un parent qui galère avec ton gosse qui se réveille toutes les 2 heures et que tu n'arrives pas à faire une nuit depuis 1 an, jamais de la vie tu vas croire que ton enfant il va faire ses nuits d'ici 7 jours. Donc voilà, j'essaie de bannir un peu ces promesses mirobolantes, on va dire, qui au final, je pense, décrédibilisent plus qu'autre chose. Dernier point, je dirais c'est anti-grosse ficelle marketing aussi, c'est-à-dire les webinaires où il reste plus que 2 places alors que tout le monde sait que c'est un truc en ligne. Voilà, je pense que personne n'y croit et que pareil, ça décrédibilise. Donc voilà, ça c'est un peu l'approche que je prône dans mon agence et que je veux que tout le monde utilise parce que je pense que c'est ce qui marche le mieux. Et voilà. Ok, super.
je voudrais juste rebondir sur ce que tu viens de dire. Pendant des années, j'étais contre tout ce que tu viens de dire. Les places limitées dans les webinaires, c'est un très bon exemple. Je suis toujours contre ça d'ailleurs, parce que je déteste. Mais en fait, ce qui me perturbe, c'est qu'il y a beaucoup d'études qui disent que quand tu l'A/B testes, ça marche. J'en parlais avec un marketeur récemment qui me parlait, tu sais, quand tu vends quelque chose 90 €, bah, tu le mets à 89 € parce que le cerveau, il pense que c'est plus proche de 80 que de 90. Pourtant, on est tous maintenant sensibilisés au fait que voilà, c'est 89, c'est pas 80, c'est pas 90. Et en fait, c'est des choses qui marchent. Et du coup, je suis embêté avec ça parce que moi, éthiquement, ça me gêne. L'histoire des places limitées, ça me pose un vrai problème. Mais il y a beaucoup de grands marketeurs qui disent que ça marche mieux. Et du coup, comment on fait pour trancher en fait et se dire non, on ne le fait pas, même s'il y en a qui disent que ça marche? En fait, oui, je pense qu'il y a vraiment une confusion qui vient du fait que, par exemple, l'urgence, c'est vraiment un levier fondamental du copywriting. Mais urgence, ça ne veut pas forcément dire gros timer qui défile, tu vois. Et il y a une astuce, par exemple, que j'utilise souvent, c'est aussi de donner une raison. C'est-à-dire pourquoi il ne resterait plus que 2 places. Peut-être que, honnêtement, être super honnête, des fois, tu peux dire, voilà, j'ai un abonnement Zoom, il y a 100 places dans mon abonnement. Donc, en effet, il n'y aura que 100 personnes qui assisteront à ce webinaire. Et du coup, tu joues sur l'urgence, mais tu donnes une raison, donc tu es beaucoup plus crédible. Et voilà, je pense qu'il y a vraiment une grosse confusion qui a été faite entre urgence et gros timer, tu vois. Alors qu'au final, l'urgence, elle peut aussi être induite de manière beaucoup plus subtile. C'est-à-dire, voilà, combien de temps, toi, tu peux encore rester dans cette situation? Si ton gosse, il fait pas ses nuits, combien de temps tu peux tenir? Combien de temps, tu vois, ça a des répercussions sur ton couple, tu t'engueules avec ton mari, tu es fatigué, au boulot, tu n'arrives plus à assumer. Voilà, toi, combien de temps tu peux durer? Et après, il faut être pas trop agressif non plus. Là, je le dis un peu comme ça. Mais voilà, ça aussi, c'est de l'urgence. Donc, il faut absolument tout bon texte de copywriting inclut de l'urgence. Après, il y a urgence et urgence. Et moi, je suis contre toute cette urgence qui est, même si je veux bien croire que ça a quand même un impact, parce que voilà, le cerveau, il y a une grosse partie inconsciente. Mais c'est plus que... Je pense que quand la personne lit ça, même si ça agit inconsciemment, elle le sait que c'est pas vrai. Et ça joue sur l'image, en fait. Ça joue sur l'image de marque. Et je pense que de plus en plus, les gens le savent, on en a marre. Et voilà, donc pour moi, je renie pas du tout l'urgence, et jamais, parce qu'il faut de l'urgence dans le copywriting, mais c'est plus la manière d'utiliser l'urgence, en fait. Donc, OK, urgence, oui, mais justifié. Voilà, encore une fois, moi, c'est mon approche du copywriting, ma vision de voir les choses, et jusqu'à présent, ça marche plutôt bien. Donc, voilà. Après, c'est aussi, comme tu disais, un peu une question d'éthique, de toi, ce que tu as envie de faire, même si, voilà, si ça marche. Moi, je pense qu'on peut trouver des techniques qui marchent tout aussi bien et qui nuisent pas, entre guillemets, à ton image. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode des interviews Gross. Si ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un j'aime et ou un commentaire. De 1, ça va me faire vraiment plaisir, et de 2, grâce aux algorithmes de YouTube, ça permettra à d'autres personnes comme toi d'écouter ce podcast. Sache que je réponds à tous les commentaires et à toutes les personnes qui me contactent. Je suis joignable sur LinkedIn, Facebook, Messenger, Instagram. Je réponds à tous les messages et toutes les demandes qui concernent le Gross. Pour être averti en avance des prochains podcasts et des prochaines vidéos, je t'invite à t'abonner à cette chaîne et à rejoindre mon groupe Facebook Chasseurs de Pro. Tu trouveras le lien dans la description de cette vidéo. J'y balance plein d'informations et des techniques sur le Gross, le scrapping et l'acquisition de prospects en B2B. Sur ce, je te dis à bientôt pour un autre épisode des interviews Gross.